Alors, bonjour à tous les deux. Je suis vraiment très content de vous recevoir dans cette petite interview puisque j'ai reçu votre livre, un, un- un très très beau livre avec des petites interviews. J'ai bien aimé les petites mises en page quand j'ai regardé ça. C'est hyper moderne, je trouve, et je trouve que c'était assez original. Alors, je sais pas si on le voit bien à l'écran comme ça, mais en tout cas une mise en forme originale qui donne envie de lire et qui est engageante parce que pour une fois, c'était pas des gros pavés de lecture. Parce que moi qui ai écrit quelques livres, je sais que les éditeurs sont très pour écrire du pavé. La dernière fois, mon éditeur m'a dit non, mais tu écris trop comme LinkedIn. Il y a trop d'espace dans un livre. On aime bien que ce soit serré, une idée par paragraphe. Et là, justement, on se retrouve dans un bon format. Alors, à passer cette petite introduction, est-ce que Marc et Cindy, vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Dis à toi. Donc, bonjour, donc je suis Cindy Bétain, je suis directrice de la communication chez Cidion et je travaille sur le blog Culture RP avec Marc. Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Cindy. En fait, je suis rédacteur en chef du blog Culture RP. Ce blog, en fait, Culture RP a une dizaine d'années maintenant. C'est d'où la raison en fait de la publication de ce livre. C'est la raison principale en fait en vérité. Après, je pense qu'on va peut-être faire un peu comme le livre, Cindy, c'est-à-dire qu'on va peut-être comment dirais-je, compléter ce que l'un ou l'autre dit, parce que Frédéric, c'est vrai que tu présentais le livre sous forme de bulle, sous forme de conversation, et en fait, c'est comme ça qu'on a voulu faire ce livre. Alors, il est venu d'une comment dirais-je, d'un questionnement au dernier, enfin, à l'avant-dernier salon e-marketing, où on se demandait ce qu'on voulait faire justement de Culture RP, soit proposer des podcasts, soit avoir un nouveau positionnement sur les médias sociaux. Et puis finalement, on s'est arrêté sur l'option de la publication d'un livre. Enfin, je crois que c'est ça, Cindy. Alors, oui, c'est vrai que ce livre, en fait, il traite de 10 ans d'évolution des RP, 10 ans que nous, on a bien suivi à travers ce blog, puisque en 10 ans, c'est quand même 1200 experts, 3000 opinions, tribunes, coups de gueule parfois, des différentes personnes de l'écosystème de la communication qui sont venues nous dire comment les choses évoluaient. Et du coup, bah, on a eu cette idée de jeter un petit coup dans le rétro, un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour dire, mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment de la transformation, de l'évolution profonde et qu'est-ce qui a été un petit peu l'effet de mode, enfin, qu'est-ce qu'il en reste au bout de 10 ans? Et en fait, s'il y a quelque chose qui est venu, et je suis contente finalement que tu parles de ces bulles de discussion, c'est qu'en fait, le gros Big Bang des RP, ça a été les réseaux sociaux et donc l'avènement de la conversation. Et on s'est dit, c'est un peu notre point de départ, et on s'est dit, on peut pas parler de ça euh, sans converser. Et donc voilà pourquoi, au niveau format, ce livre, c'est un des échanges, c'est des bulles WhatsApp hein, entre Marc et moi et qui inclut aussi des tribunes fortes de ces 10 ans de culture RP. Hein. Elles ont toutes été écrites avant 2018. On voulait vraiment quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui et qui a été écrit avant Covid, avant plein de choses, des choses qui n'étaient pas facilement prévisibles, mais finalement que des gens ont vu venir. Donc c'est comme ça qu'a été conçu le livre. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un avant-goût de ce livre? Alors moi, je l'ai bien sûr feuilleté en avant-première, mais ceux qui n'ont pas encore consulté le livre, quelles sont les principales thématiques? Puisqu'en fait, on va vraiment dans des choses assez larges. On va parler on en parlera tout à l'heure de la RSE, d'un petit peu de la fusion avec le community management, la transformation des RP. Quels sont vraiment pour vous les chapitres ou les thématiques du livre qui vous tiennent le plus à cœur et sur lesquels en fait vous dites voilà, ça c'est quelque chose qui est essentiel pour quelqu'un qui est dans la com ou dans les RP. C'est quoi en fait le leitmotiv qui pousserait quelqu'un à se dire faut absolument que je lise ce bouquin parce que je suis dans la com ou dans les RP. Alors, déjà, en fait, l'ouvrage a été composé en 4 chapitres. Il y a eu, il y a un 1er chapitre, c'est quand la communication passe à l'ère de la conversation. C'est une révolution. Le 2e chapitre, c'était un monde de relations et d'influence, la revanche des RP. 3e chapitre, c'est réenchanter la marque auprès des publics, et donc la nouvelle mission des RP. Et puis en 4e partie, la RSE,
l'heure d'embarquer les publics vers une transformation horizontale. Ça n'a pas été si simple de choisir ces 4 catégories puisque, comme le disait si bien Cindy, en fait, notre choix de base, notre postulat, c'était de choisir des interviews en fait d'avant 2018. Et alors, le sujet, par exemple, notamment de la RSE, évidemment, il était déjà dans les tuyaux, mais beaucoup moins développé qu'actuellement. On appelait ça l'éthique, hein, d'ailleurs, pas la RSE à Exactement. l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, il y a effectivement une tribune de René Villemur sur l'éthique. Et c'était un vrai challenge déjà à la base, en fait, Frédéric, parce que c'est un vrai positionnement d'ailleurs qu'on nous a posé en disant mais pourquoi vous parlez d'anciennes tribunes alors que vous auriez pu parler de ce qui fait l'actualité. Et ce que disait Cindy, moi je reviens dessus parce que c'était vraiment important, c'était vraiment un choix éditorial fort en fait, de dire en fait, puisque finalement ces transformations digitales nous indiquent en fait qu'il faut être à l'écoute, qu'il faut comment dirais-je, se former. Néanmoins, en fait, il reste des fondamentaux. Et souvent, les gens l'oublient. Et Culture RP, à la base, en fait, sa ligne directrice, c'était mettre en avant des bonnes pratiques. Et donc, en fait, il était naturel, finalement, de choisir des anciennes tribunes. Et ça, franchement, pour que les lecteurs comprennent bien l'ouvrage, il faut qu'ils comprennent bien ce postulat-là, en fait. Voilà. Alors après, je voulais juste rajouter, après je laisse Cindy continuer, c'est que le choix en fait des tribunes, il y en a eu 3000 publiées, ça a été déjà un gros boulot en fait. Et c'est à partir de cette lecture-là, puisqu'on a relu en fait l'ensemble de ces interviews aux tribunes, qu'ont été déterminés en fait les 4 chapitres. Voilà. Donc l'air de rien, déjà ça, c'était un gros challenge en soi. Et pour revenir plus précisément à ta question, le chapitre qu'on préfère, moi personnellement, c'est le 3e, réenchanter la marque auprès des publics, parce que en fait, l'idée de ce livre, c'est d'être complètement transparente sur ce qu'a été, ce qu'ont été les RP. La petite traversée du désert que la culture RP a vécue, hein, à l'arrivée des réseaux sociaux. Faut quand même savoir qu'on entendait des choses comme les RP sont mortes, pourquoi j'aurais besoin d'attachés de presse ou même de journalistes, hein, puisque avec les réseaux sociaux, je peux communiquer toute seule au grand public, j'ai besoin d'aucun intermédiaire. Il faut quand même se le dire, on a eu un petit retard à l'allumage, nous, les RP, sur les nouvelles technologies. On s'est fait littéralement manger par le marketing digital avec ses formidables KPI à 300 millions d'impressions. Et du coup, il y a eu quand même un moment donné, c'était vers 2006, entre 2006 et 2008, où on avait l'impression que les RP, c'était complètement has-been. Et ça, c'est ce que raconte le 1er chapitre, finalement. Le 2e chapitre, c'est un peu, non, les RP sont bien là, parce que finalement, c'est un mythe, hein, du j'ai plus besoin d'attachés de presse, j'ai plus besoin de journalistes, je peux communiquer directement au grand public et tout le monde va m'écouter. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Oui, tu peux communiquer directement auprès du grand public, mais personne t'écoute, en fait. Donc, d'où, voilà, et puis la réalité des influenceurs, des nouveaux influenceurs, etc. Donc, comment la culture RP a repris du poids en se remettant en question et en allant chercher de nouvelles compétences, effectivement, vers le community management, mais tout le temps en gardant sa culture, celle de la relation, de l'humain, finalement d'informations fiables, vraies. Donc voilà, on essaye de dépeindre une certaine culture RP qui va être nécessaire aujourd'hui et demain pour travailler son image de marque et puis pour inclure la RSE, pour embarquer les publics vers un autre demain. Donc, ce qu'on met en avant, c'est cette culture RP qui est finalement intemporelle, qui est loin d'être morte, mais qui est au contraire ce dont ont besoin les marques aujourd'hui pour pouvoir embarquer leur public. Justement, c'est une excellente transition parce que un des points du livre, c'est se dire, mais est-ce que le métier de RP n'a pas changé? Est-ce que le métier de community manager et de RP sont pas en train un petit peu de fusionner ou de prendre l'un dans l'autre? Parce que tu disais précédemment, les influenceurs sont devenus quasiment des nouveaux journalistes. Et on le voit bien avec les journalistes, ce qui est la clé, c'est d'avoir ce relationnel, se construire sur le relationnel. Tu vois, nous, on l'a bien vu, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps, on l'a sortie avec Opinionway, on a fait cette belle étude-là, mais si on n'avait pas notre agence de presse, plus l'agence de presse de notre partenaire FICI, il y avait Opinionway, Eloquent et FICI, et ben en fait, on n'aurait pas eu de retombée presse. C'est ce relationnel
relationnel qu'ils ont tissé avec ces magazines qui ont fait qu'on a eu ces articles et cette visibilité. Et donc là, on parle d'articles de presse, mais on parle aussi d'influenceurs qui, eux aussi, sont devenus des médias, entre guillemets. Alors, votre avis là-dessus à tous les deux, c'est quoi? Est-ce que le métier sont en train de fusionner, sont en train de reprendre un petit peu de marcher un peu sur les plates-bandes? Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe dans le futur? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Je vais commencer, Marc, pour le coup, comme ça je te Vas-y. laisserai finir. Moi, j'ai un avis assez tranché. Finalement, s'il y a un des deux métiers qui est mort, ce serait plutôt celui du community management. Enfin, aujourd'hui, en tant que tel, je dis absolument pas que diffuser sur les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup trop restrictif, community manager, en fait. Parce que le community manager, ce qu'on oublie, c'est que derrière ça, il crée du contenu, il est à l'écoute de ses communautés. En fait, community manager, c'est 5% de son travail. Derrière, il y a beaucoup de choses. Mais nous, on pense que les RP ont incroyablement évolué. Parce qu'effectivement, il n'y a plus que les journalistes, mais il y a les influenceurs. Et puis, comme le dit le livre, il y a aussi Monsieur et Madame Tout-le-Monde, hein, Madame Michu, qui va faire son supermarché et qui a aussi son influence. Il y a aussi maintenant le public en interne. Donc, plus que jamais, en fait, il faut engager toutes les parties prenantes. Il y a un truc qui n'a pas changé et il ne faudra jamais que ça change, c'est justement, nous on parle de culture RP. C'est cette culture du relationnel dont vous parlez qui va permettre cette confiance, qui va permettre justement de pouvoir avancer ensemble, de créer du commun. Et créer du commun aujourd'hui, bah, c'est pas chose facile, parce qu'on est plutôt dans un monde assez individualiste. Donc nous, on pense que la solution, c'est la culture RP. Mais effectivement, dans le métier, les choses ont radicalement changé dans les technos, les outils et les interlocuteurs. Ouais, Cindy a absolument raison, en fait. Puis chacun a sa place, en fait. Chacun a sa définition, chacun a son champ d'expertise. Il est vrai quand même que les RP, il y a une dizaine d'années, quand elles ont vu débouler les CM, je crois qu'elles ont eu très peur quand même qu'ils reprennent leur travail. Et ce qui n'a pas été le cas, en fait. Il y a une redéfinition et finalement, les RP ont repris le lead sur le contenu. Alors, je pense qu'en même temps, quand on parle de contenu, il faut aussi le définir parce qu'on n'envoie pas le même contenu à un journaliste que si on a un influenceur, que si on est une attachée de presse, parce on a, on a des valeurs de marque à défendre, en fait. Donc, après, c'est vrai que tout bouge. On demande aussi de plus en plus aux collaborateurs, finalement, d'intervenir et de s'engager pour la marque sur les médias sociaux. Est-ce qu'on les prend pour des influenceurs? Enfin, tout ça est mouvant en fait, en quelque sorte. Et puis c'est normal, hein, puisqu'en fait les technologies en fait évoluent. Tout le monde a envie de parler. En même temps, l'engagement est lié à la parole, à la discussion, mais un vrai engagement, pour moi, c'est pas juste parler, en fait, c'est agir, en fait. C'est être en relation, en fait, avec une vision, l'appliquer et s'engager, c'est ça, en fait. Et pour revenir sur Culture RP, moi, je voudrais revenir sur le thème de l'engagement qui me dérange, en fait, en quelque sorte, parce que je préfère le terme accompagnement. Parce que le terme accompagnement, en fait, veut dire collectif et veut dire bien commun, et veut dire vivre ensemble, en fait. Alors que, l'engagement, oui, on le fait de façon individuelle, mais ça reste individuel, en fait. Et puis, voilà, donc pour moi, il y a un rapport, en fait, ambigu entre, finalement, ces conversations nécessaires puisqu'on ça nous permet d'être, au monde, et puis ça nous permet d'être, finalement influents, mais influents pendant combien de temps, sur qui, sur quelle cible, il faut être un leader pour être influent, il faut pas être juste influent, en fait, en quelque sorte. Et donc, moi, je préférerais plutôt le travail de l'attaché de presse, qui est un travail de fond, notamment un travail de relation, de vraies relations, on va dire à l'ancienne, qui connaît ses journalistes, qui connaît sa marque, qui peut, justement, proposer en fait des contenus, qui vont, faire sens, aux journalistes, plutôt que finalement, qu'un CM va faire une gestion finalement de ces relations pour dire: «Bah, tu as pensé quoi de ce produit? Bah, tu devrais l'acheter en rouge parce que c'est mieux qu'en vert», et cetera, et cetera. Je veux dire, il y a une question de qualité sans doute, plus, que l'attaché de presse en fait, peut porter en fait, et puis surtout, on revient en fait sur la notion de journalisme et sur les médias et sur les sources en fait. On parlait tout à l'heure de ChatGPT, bon, bah, c'est très bien tout ça, mais effectivement à partir du moment où on peut pas mettre les sources
en question, on parle pour ne rien dire, en fait, en quelque sorte. Oui, ça sert, mais il y a des questions de gouvernance, d'éthique qui se posent et je fais plus confiance, en fait, en vérité, à une attachée de presse qu'à un influenceur pour parler de ces questions-là, en fait. Voilà. Alors, donc c'est une très bonne idée. Et donc, comment on va pouvoir avoir de l'engagement et de la visibilité dans ce monde saturé? Tu m'as dit, une des Mmh. clés, c'est donc créer ce relationnel et dire, bah voilà, j'ai un lien qui a été privilégié, qui a été créé, tissé au fil des mois, des années avec des influenceurs, des journalistes, etc., etc. Mais comment on arrive un petit peu comme ça à créer cet engagement et se dire, OK, mes contenus vont être relayés, ils vont être publiés. Comment on fait en fait pour avoir cette visibilité à l'heure des médias, de la démocratisation des médias, la facilité de contenu. On parlait de ChatGPT, on parle de TikTok. Comment on fait pour se distinguer, sortir du lot et faire en sorte que finalement on gagne de la visibilité, de la crédibilité, de la notoriété? Alors nous, il y a une chose dont on est convaincu, c'est que l'avenir de la culture RP, finalement, il est dans le brand management. C'est-à-dire que on pense qu'il faut passer de la culture RP à une véritable culture de marque. Donc, ça va pas répondre à votre question. En gros, est-ce que la culture RP a une baguette magique pour faire en sorte que votre podcast soit plus entendu ou votre contenu plus lu ou je ne sais quoi? Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un niveau stratégique, c'est au niveau de la marque. Et en fait, aujourd'hui, vraiment pour finalement qu'une marque ait du succès, il faut, qu'on la connaisse, qu'on la comprenne, qu'elle ait une identité. Il faut qu'on sache vraiment comment elle se positionne, à qui elle s'adresse, quels sont ses combats, c'est quoi cette fameuse, raison d'être, à quoi elle change ma Mmh. vie et puis pourquoi je devrais l'aimer finalement. Ça, c'est le travail du brand manager. C'est le travail de, cette brand culture qui va faire que ça va sonner vrai et à partir du moment où ça sonne vrai et encore une fois où on a confiance, ça veut dire qu'il y a eu un véritable travail d'harmonisation, de la part du brand culture manager et que ce soit, l'employé, que ce soit le client, que ce soit, l'investisseur, le journaliste ou les influenceurs. On pense que c'est en arrivant à gérer vraiment sa culture de marque il va vraiment pouvoir ressortir une identité forte de la marque, qui va pouvoir plaire à un certain public. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas avoir peur de déplaire non plus. Il s'agit de pas plaire à tout le monde, mais en tout cas d'avoir son public, ses publics et d'être vrai, d'être fort et on pense que c'est une marque fort qui va pouvoir justement développer, le succès, plus en termes de KPI, plus en termes de business. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment, nous on pense que la culture RP, on en a besoin vraiment à ce niveau-là, au niveau de la brand culture finalement. D'accord. Alors, on a parlé un petit peu en trame juste précédemment. Quelle est la place de l'IA dans tout ça? Puisque en fait, le responsable RP, le responsable com, il est de plus en plus tenté de se dire, mais je peux créer une partie de mes contenus avec ChatGPT ou me faire aider. Quels sont l'impact de ces outils? Est-ce que c'est une contrainte, une opportunité? Est-ce que ça permet de créer plus de contenu, moins de contenu, vérifié, validé? Quelle est votre opinion là-dessus? Parce que c'est comme quelque chose qui révolutionne beaucoup de métiers dans les services et en particulier tous les métiers de l'écrit, tous les métiers de la connaissance. Alors ChatGPT, est-ce que c'est fossoyeur ou sauveur de la RP et de la communication? J'y vais. Pour moi, en fait, ChatGPT ou du moins l'intelligence artificielle, en fait, soit on parle d'intelligence artificielle ou on parle de ChatGPT. En fait, Oui, il peu faut importe. faire voilà, il Les faut deux, on faire va une dire les deux. Parce que là, par exemple, ce matin, j'ai testé un petit outil où tu donnes une image et mmh. en fait, il va te générer une petite vidéo avec. Et bon, pour l'instant, c'est encore très limité, mais on peut dire que tous les contenus, même la vidéo, l'image, vont être touchés, l'écrit. Oui, oui. En fait, moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, non pas pour forcément, communiquer, mais pour, en fait, mieux travailler, c'est-à-dire, moins travailler, mais mieux. C'est-à-dire, moins consommer, mais consommer, ce qu'on produit. C'est-à-dire ne pas vivre, en fait, dans une société en permanence à crédit, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'intérêt, en fait, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça doit permettre, en fait,
d'être plus responsable et durable, en fait. Voilà, et donc mieux communiquer, je dirais que ça vient après, en fait. Évidemment, on va mieux communiquer. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de rattacher l'intelligence artificielle avec cette notion de RSE, en fait, qui prime avant tout, en fait. Voilà. Et donc, après, le reste, je dirais que c'est pas que de la com. Vous voyez, j'ai pas envie de transformer la communication en mauvaise communication. Non, pour moi, une bonne communication ne peut se faire que parce qu'en fait, on a des valeurs, on a une éthique, on a une responsabilité et on a une vision. Alors après qu'on utilise l'intelligence artificielle, oui, il le faut, puisque visiblement, celle-ci, avec une mémoire quantique, sera beaucoup plus intelligente qu'un cerveau humain. Donc pourquoi pas, évidemment. Enfin, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un, non, surtout ne passons pas à l'électricité parce que ça va détruire des emplois. Bah, c'est un sketch, en fait, ça veut strictement rien dire. On voit bien que l'électricité nous a propulsés vers un nouveau monde, de nouvelles opportunités. C'est pareil avec ChatGPT, en fait. Pour moi, cette notion doit être là. Mais sauf que l'intérêt, pour une fois, si on peut utiliser l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut enfin se poser la question des ressources, en fait. Voilà. Et donc, du mieux vivre ensemble. La communication viendra après, en fait, pour moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors justement, Marc, toi qui as une très belle plume, parce que j'ai déjà lu plusieurs écrits de gentil. ta part, Ouais. au quotidien, comment tu utilises en fait ChatGPT? Parce qu'il ne pourra jamais imiter ton style, moi qui est peut-être aussi un style très écrit parfois, mais Ouais. qui n'est pas forcément celui que tu utilises pour le quotidien au ERP. En quoi en fait tu utilises l'intelligence artificielle au sens large, qui peut être de la génération d'images, ça peut être de la création d'écrits. Quel est ton usage au quotidien? Comment ça a impacté ton travail à toi? Alors pour la petite histoire, en fait, il y a très longtemps quand j'ai commencé à écrire et en fait à inventer des mots, ou des nouveaux sens, ce qui m'intéressait, c'était justement de confronter mes textes avec l'intelligence artificielle. Alors en fait, ce qui est génial, c'est que du coup maintenant ça c'est possible et j'ai un peu peur de ça en fait, en vérité maintenant. C'est-à-dire que non, mais dans une utilisation, globale, ce qui m'intéresse, plutôt moi c'est la création en fait. C'est-à-dire en fait, permettre, de s'évader dans des univers que, la science-fiction, le fantastique permettait en fait. C'est-à-dire d'imaginer un autre monde des possibles. Visiblement, on voit bien que celui-ci, il est arrivé à essoufflement en fait. Donc il faut se réinventer. Et d'ailleurs, c'était pour revenir à la culture arpicrogène, l'écriture de ce livre-là, c'était justement le constat qu'on faisait avec Cindy sur l'évolution de nos métiers. C'est-à-dire que finalement, on avait besoin d'établir dans le marbre, en fait, au travers un livre, parce que tu parles de l'écrit, mais pour moi, l'écrit, c'est un livre. C'est pas simplement une brève sur une page digitale. Je suis désolé, mais pour moi, la connaissance passe encore par le livre. Donc, je pense que je suis un vieux de la vieille, en fait. Et parce que il y a une notion du regard, il y a une notion de la contemplation, il y a une notion du plaisir, il y a une notion, en fait, de maîtrise du temps que j'aimerais que chacun, en fait, puisse sauvegarder. Mais et revenir à l'intelligence artificielle, c'est justement permettre de gagner du temps sur certaines choses qui sont de la routine, pour justement pouvoir, faire évader et évoluer, en fait, sa singularité propre, d'humain, en fait. Et donc revenir, en fait, à son humanité, c'est ça, moi, qui me semble fondamental, dans cette notion-là, en fait. Voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on a voulu faire dans le livre. On l'a écrit finalement juste avant l'IA, parce que ce qu'on voulait dire aux professionnels de la com, c'est à quel point, en réfléchissant sur ces 10 ans d'évolution, où est vraiment notre valeur ajoutée? Où est vraiment la valeur ajoutée de la culture RP? Vous traverserez cette nouvelle transformation qu'est l'IA. Vous en avez traversé beaucoup d'autres. Et à partir du moment où on sait se positionner, où on sait où sont cette valeur dont on parlait, d'engagement, de confiance, d'information vraie, et bien finalement, tant qu'on se positionne là sur cette culture de marque, mais l'IA, en fait, nous fera pas mal. Il faut juste se positionner au bon niveau. Pour répondre ensuite au niveau de qu'est-ce que ça change dans notre métier, ça change énormément de choses. Nous, ça a déjà commencé dans notre service, que ce soit en matière de SEO, que ce soit en matière de RP pour peut-être commencer à rédiger un communiqué de presse, mais même si effectivement on passe dessus après, mais ça fait un premier jet, on peut faire des allers-retours pour les illustrations, c'est super pratique. Et demain, moi je le vois chez Cision dans les outils qu'on propose à nos clients, il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités. Donc oui, on va l'utiliser, ça va nous faire gagner du temps. Et c'est très bien parce que ce temps, on le mettra dans quelque chose à meilleure valeur à ajouter. En revanche, moi, je voudrais dire quelque chose toujours autour de ma brain culture et sur l'IA. Je crois que là aussi, la communication va devoir
se positionner aussi sur ce sujet, sur la façon dont l'entreprise utilise l'IA, parce qu'il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'égalité entre les gens. On sait que les IA reconnaissent pas tout le monde de la même façon. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir que l'entreprise euh, ait un minimum d'éthique sur son utilisation de l'IA. Et tu voulais rapprocher l'IA et la RSE, Marc, moi j'ai une autre question aussi. À quel moment on dit aux gens, non mais attendez, si c'est pour vous faire un résumé de 3 lignes, tu fais marcher ton petit cerveau et puis tu écris tes 3 lignes, parce que finalement on va pouvoir chauffer toute la Belgique pendant 3 ans à force de rechercher pour tout et n'importe quoi la solution sur ChatGPT. Donc il faut quand même se rendre compte aussi de l'empreinte carbone que ça qu'ont ces intelligences et tout ce que ça demande comme énergie finalement. Donc voilà, je pense aussi que ça fait partie de la brain culture de dire, bah, chez nous, l'utilisation de l'IA, évidemment, il faut y aller, je suis d'accord avec Marc, on a tous fait évoluer nos métiers, mais attention jusqu'où on va, qu'on n'ait pas justement des engagements finalement qui matchent pas, parce que d'un côté, on va planter des arbres et de l'autre côté, on utilise l'IA à gogo, quoi. Mais Bah, justement, vas-y, je t'en prie, Marc. c'est justement aussi dit ce qui est intéressant sur le fait de planter des arbres. En fait, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir planter les bonnes essences d'arbres au bon endroit. C'est tout l'intérêt en fait pour moi. Donc voilà, Frédéric. Justement, c'est une excellente transition. En quoi la RSE en fait a impacté la communication à l'ERP? Tu t'en parlais il y a quelques années, c'était l'éthique. Maintenant, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte maintenant et dans les mois et années à venir sur cet impact RSE? Alors là, c'est marrant, je viens de finir le baromètre 2023 des marques engagées. Il faut savoir que l'engagement des marques aujourd'hui, c'est pas juste pour faire joli. Il y a 75% des directeurs de communication qui nous disent que c'est une question de survie. Pourquoi c'est une question de survie pour la marque? Parce qu'il y a plein de motivations finalement à s'engager. Le consommateur en premier, il attend des produits qui sont plus meilleurs pour la planète, meilleurs pour les femmes et les hommes qui la composent, des produits utiles, des produits éthiques. La marque employeur. Maintenant qu'on est dans une vraie guerre des talents, comment on attire? Ça aussi, l'engagement d'une société pour telle ou telle cause, si l'employé se reconnaît là-dedans, il sera plus fidèle et les talents viendront plus facilement. Mais il y a aussi la législation, tout simplement. Les législations deviennent incitent de plus en plus les entreprises donc à s'engager. Donc aujourd'hui, aller dans la RSE, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pas de l'ordre c'est pour faire joli, c'est de l'ordre du stratégique. Et pourquoi ça change quelque chose à la com? Parce que si on le fait, il faut le faire bien et il faut que ça résonne pour son public. C'est-à-dire qu'une marque doit savoir choisir ses combats. Évidemment, c'est bien d'être bon sur tout, mais c'est très compliqué d'être bon à la fois en environnemental, en sociétal, le bien-être des salariés. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même choisir par quoi on commence. Et là, l'enjeu, c'est de comprendre quel est l'ADN de sa marque, qu'est-ce qu'on offre à nos consommateurs, qu'est-ce qu'on propose comme valeur finalement sur nos marchés, et d'avoir un engagement qui fait sens. Donc, on n'est pas tous obligés de se mettre un peu sur l'écologie en mode Miss France, c'est bon pour la planète. On peut avoir des engagements beaucoup plus forts, beaucoup plus clivants aussi peut-être. Je sais pas, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Il n'y a pas que l'environnement, hein. Dove qui met en avant la diversité des femmes, par exemple, et des corps, et finalement les batailles des femmes, pardon. Oui, d'autres marques ont choisi autre chose. Donc il va s'agir de choisir le bon combat et pas juste se mettre, j'allais dire, assez facilement sur l'environnement, même si c'est très bien, hein, allons-y, moins on a d'impact d'impact carbone, mieux c'est. Mais véritablement, quelle est la stratégie de marque? Et ça aussi, ça reste dans la brain culture. Quel est son combat en matière de RSE qu'on va choisir? Ça, c'est l'affaire de la communication qui doit écouter, encore une fois, les parties prenantes, les attentes des consommateurs, etc. Okay. Alors là, il y a un mot qui est ressorti
quasiment tout le temps dans ce que tu nous as dit, c'est la brand culture. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment une entreprise, justement, va travailler sur sa brand culture? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les piliers? Je pense que ça, c'est quelque chose qui se travaille pas du jour au lendemain, qui change pas du jour au lendemain. Ce que tu as dit, c'est les valeurs, c'est les missions, c'est la culture d'entreprise, c'est le positionnement. Comment on commence et peut-être revenir sur un fondamental, c'est quoi en fait la brand culture? Et si tu peux nous donner un exemple, comme ça permettra aux personnes de mieux comprendre cet aspect de brand culture. La brand culture, c'est vraiment arriver à faire vivre sa marque. Pas faire en sorte justement de lui coller des valeurs sur un mur, mais que finalement ces valeurs, elles se ressentent, elles se voient au quotidien et que du coup, même monsieur tout le monde peut dire, ah bah oui, je sais, cette marque, je la connais parce que, je donne un exemple assez que tout le monde connaît, Decathlon. Ils ont toujours su faire ça. On a toujours su pourquoi on allait chez Decathlon. Ils ont toujours eu un capital sympathie, mais ce Decathlon finalement à fond la forme ou finalement depuis le début, eux, ce qu'ils veulent, c'est que le sport soit accessible à tous et que finalement tout le monde court et tout le monde à y prendre l'air. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours fait des solutions pratiques, pas trop chères, assez accessibles. Ils ont toujours su faire vivre ça et ils ont su le faire vivre en interne aussi parce que la façon dont ils recrutent les gens, mais allez voir les étudiants qui sont recrutés pour l'été, enfin cette passion sport, cette passion de l'effort et elle est communiquée déjà vers l'interne. Et donc voilà, donc c'est là où j'appelle ça de la brain culture, c'est que c'est très compliqué et c'est là le rôle du brain culture manager, d'arriver à avoir une harmonie. Ça peut aller jusqu'au choix de ses fournisseurs, enfin c'est vraiment c'est le management dans l'entreprise. Hein. Vous pouvez pas prôner une espèce de bien-être si niveau Ouais, prenez des management, valeurs d'égalité, etc. ouais Mais en ayant voilà, un c'est ça. management qui est broyant, Mais qui c'est met la exactement ça. performance surtout. Donc cette cohérence de marque, elle est très compliquée, hein, parce que vraiment, ça agit sur toutes les parties prenantes. Hein. Si vous êtes pour l'écologie, mais que les trois quarts de votre produit est fait de l'autre côté du monde, bah ça va pas aller non plus. Donc on est vraiment en train de parler de tous les piliers de la société, comment mon produit est produit. Donc on est sur la chaîne de production, comment mes managers traitent leurs salariés, on est sur un côté RH. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être assez général. J'ai une autre, alors qui est peut-être moins connue parce que tout le monde achète pas de produits de beauté, mais je trouve que Lush aussi, C'est des savons, c'est ça? voilà, c'est les savons durs, mais c'est pas que ça, mais c'est des bombes de bain aussi. Ouais. Mais c'est hallucinant leur culture d'entreprise à tous les niveaux, où tout doit être complètement harmonieux avec cette idée de produits bio, de bien-être pour tous, que ce soit pour les animaux, que ce soit et par exemple ils ont décidé d'arrêter de communiquer sur les réseaux sociaux parce que pour eux les réseaux sociaux bah ça fait pas du bien aux gens. Bah à partir de là ils se privent des réseaux sociaux. C'est fort comme engagement. Ah oui, oui. Et voilà, c'est ça aussi une brain culture, mais ça doit se sentir, ça doit vivre, c'est toujours en action. Puis la plus connue de toutes, c'est Patagonia, Ouais. avec Maurice Chouinard qui est là. Quand on a un leader charismatique comme ça, qui a décidé que c'était comme ça, là, c'est sûr que c'est toute une entreprise qui est derrière. Mais en tout cas, effectivement, il y a une véritable culture d'entreprise à mettre en place. Et je ne sais pas par où il faut commencer. Je pense que ça dépend des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise et qui sont là pour commencer à donner une impulsion. Mais, euh, mais En oui, fait, ça me paraît très important. peut-être pour compléter ce que dit Cindy, Frédéric, j'ai l'impression que ce serait peut-être la définition, la grande culture, d'une définition de l'engagement, en fait, en vérité. D'accord. C'est-à-dire que si on n'est pas en adéquation en interne comme en externe, on n'arrivera à rien. Il y a Daniel Beau qui désignait la brand culture comme une représentation d'une marque dans le patrimoine culturel d'une population. Et donc, du coup, c'est joli cette phrase-là parce que ça te permet en fait de mettre le privé et le perso. Heu, Moi, par exemple, je suis étonné enfin, quand on travaille dans une entreprise ou quand on est indépendant, évidemment, on travaille pour de l'argent, mais on ne travaille pas que pour son chèque à la fin du mois, en fait.
C'est-à-dire que travailler pour une entreprise, c'est s'engager sur des valeurs, en fait. Ouais, on y croit, on est engagé, et Voilà, ou on alors croit on à n'y la croit pas et vision, on se barre, en on sait fait. qu'on aide des choses, on fait quelque chose, on construit quelque chose. On construit quelque chose, exactement. Et donc, c'est pour ça que je reviens, enfin, c'est ce que disait Cindy sur sa définition de la grande culture. En fait, une grande culture, c'est un engagement, en fait. Voilà. C'est un engagement total sur un accompagnement, finalement, de la vision de la marque. Et comme, en fait, la société. Alors, en même temps, il y a des évolutions de société qui se font avant les marques, mais il y a aussi des marques qui portent des évolutions de société. Et tout ça se mélange et tout le monde, finalement, il trouve son compte. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est l'identification, en fait, à des objets. Est-ce qu'un objet est utile? Est-ce qu'un objet est utile par son usage ou parce qu'en fait, on me dit qu'il est utile? Pour moi, finalement, cette grande culture, c'est la liberté, en fait, des gens, en fait. C'est s'approprier, finalement, un message, une histoire, pour son plaisir, pour être heureux, pour aller de l'avant. Et donc, ça, c'est un cercle vertueux, en fait, finalement. Il y a une création, vous la prenez, vous vous en servez, et vous recréez quelque chose, qui suit, et ça crée le mouvement, et le mouvement, c'est la vie, en fait. Voilà, alors évidemment, il peut y avoir des contraintes et des accidents, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de chaque expérience de chacun. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux marques, en fait. Il faut surtout que les marques, en fait, se disent, on ne peut pas tout réussir tout de suite. On a un implant sur 3 ans, mais on ne va pas réussir dans un mois parce que le digital, c'est tout de suite maintenant, en fait. Non, non, il faut se calmer. Mais par contre, effectivement, il faut dire à quelqu'un qui consomme votre produit, là, on n'a pas été bon. Et pour telle ou telle raison. D'abord, pour des questions de société, à un moment donné, c'était pas le sujet. Puis là, effectivement, il faut faire mieux. On va travailler ensemble, on va co-construire, en fait, de façon créative, de façon liée à l'usage, comment dirais-je, liée aux ressources, ces nouveaux objets, mais on va le faire ensemble. Sinon, forcément, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça que le fait de revenir sur l'influence ou ces conversations, en fait, l'idée première, c'est de le faire ensemble. Parce que ça, on évolue qu'accompagné, on évolue parce qu'on donne quelque chose à quelqu'un, parce qu'on n'aime pas recevoir, parce qu'on préfère recevoir plutôt que donner. Voilà, c'est une cohésion, en fait. Et ça, c'est la beauté de la vie. Et les marques, en fait, si elles prennent ça, forcément, leur communication, après, c'est une fluidité évidente. Puisque c'est une telle fluidité que le récepteur, finalement, c'est quand même le plus gros problème en communication, c'est quand même le récepteur. S'il est déjà convaincu, avant même que vous parliez, parce qu'il sait que la direction est la bonne, c'est gagné. Enfin, franchement, c'est du gâteau, quoi. C'est du bonheur. C'est du plaisir. Voilà. Pour moi, la communication, finalement, et c'est ce que dit souvent Cindy dans nos échanges quand on travaille ensemble, Marc, il faut prendre du plaisir. En fait, si une marque ne sait pas donner du plaisir, c'est perdu d'avance, en fait. Voilà. Et donc, que ça se fasse avec de l'intelligence artificielle ou pas, en fait. Voilà, ça c'est la Mais je cerise. suis d'accord avec toi. J'espère que le futur de la communication, c'est moins de production de contenu. Voilà, on est tous en train de produire des contenus comme des fous. Par contre, plus d'écoute. On a plein de solutions techno pour écouter ces milliers de conversations qui se passent tous les jours, pour écouter ce que disent les médias. Donc, il va falloir vraiment que la communication écoute plus. Parce qu'en plus, avec l'intelligence artificielle, vu tous les contenus qui vont être produits, il va vraiment falloir trier le vrai du faux et arriver à écouter le consommateur derrière tout ça. Et je pense que ça va être un vrai challenge. Ok, alors moi j'ai 2 dernières questions. La première, c'est si vous aviez un seul conseil à donner à une personne qui va lire le livre, quel est le conseil clé à retenir de ce livre-là, ou le conseil à appliquer? Et la dernière question, c'est quel futur pour vous, quels sont les projets au niveau culture RP? Alors dites-moi tout faux. Alors moi, mon conseil aux gens qui vont lire ce livre, c'est essayer de ressentir à quel point la culture RP peut être bénéfique dans votre métier au quotidien. Voilà. Sortez des KPI, sortez du court terme, regardez un petit peu tout ce que peut apporter la vision, l'accompagnement, l'humain, la confiance, et à quel point ça pourrait vous permettre de faire moins et mieux. Et toi, Marc? Oui, j'accompagne ce que dit Cindy à 100%. Pour revenir aux fondamentaux,
prendre le temps de lire, c'est-à-dire finalement le paradoxe du livre, c'est surtout qu'en fait on se sépare des écrans. C'est un vrai sujet ça aussi. Et donc du coup on prend du temps sur soi en fait. Surtout on revient sur quelque chose qui a été écrit il y a longtemps. Alors on se dit ouh là là ça fait peur, c'est plus d'actualité. Eh ben non, peut-être que non, si finalement si beaucoup de gens passent du temps à relire des anciens livres, c'est qu'ils y trouvent une certaine bonne modernité en fait. Non, mais Et puis donc comme quoi, il n'y a rien d'urgent, hein, parce que les tribunes qui ont été écrites il y a 10 c'est ans ça. nous donnent les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui, finalement. Donc, arrêtons de courir après le temps. Finalement, il y a des choses qui demeurent. Et puis il y a peut-être une différence aussi entre une information brute, vite, vitale et tout de suite, et puis la connaissance. Voilà, c'est 2 sujets qui sont totalement différents, en fait. Et la connaissance, forcément, il faut prendre son temps. Alors, les projets, là, c'était la dernière question. Quel projet, évolution, changement pour vous au niveau culture RP pour l'année 2024, l'année à venir? C'est quoi les changements à venir? Allez, vas-y, Alors, Cindy. on va pas tout dire, mais Culture RP fait une pause là et ne reviendra pas dans la forme où il est actuellement. On met en pause le blog. Pour rien vous cacher, on ne croit plus vraiment au format blog. En revanche, on croit toujours au collectif, à l'intelligence collective. Il est clair qu'on va faire un nouveau média qui va rester sur ces piliers-là, hein. On aime bien dire on est RP par culture et cross-gen par nature. Donc, on va vraiment continuer ces sujets de communication, comment accompagner les communicants vers les nouvelles transformations. On parle d'IA, mais il y en aura bien d'autres. Mais on le fera sous un autre format et vous verrez, voilà, ça correspondra sûrement plus aux audiences d'aujourd'hui. Mais ça continuera. D'accord, merci. Marc, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, je voulais remercier d'abord, je voulais te remercier Frédéric de cette invitation, de ce partage en fait, puisque c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce type d'exercice, pour ce que Culture RP est sorti le 11 septembre, et donc il vit en fait sa vie. On a des retours de lecteurs et lectrices qui sont passionnés et favorable, donc on est ravis. Moi, je voulais aussi remercier Cindy sur ce projet-là parce que c'est vrai que euh, faire un bilan sur une période de 10 ans, c'était important pour passer justement à une étape d'après. Et puis pour ça parler aussi à d'autres personnes, plus des responsables de communication, pour justement accompagner cette évolution des marques qui s'avèrent être le sujet principal, être la communication en tout cas, de donner de la valeur, du son et du sens auprès des différents consommateurs. Et peut-être que finalement le côté RP est toujours aussi, comment dirais-je, important, mais qui va prendre aussi, elle, de nouvelles formes. Et que du coup cette culture, cette brand culture finalement, c'est l'association de toutes ces expertises, de toutes ces visions. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on abandonne en tout cas. C'est là, je pense, la vision de ce nouveau projet, de ce nouveau média. Faire parler, écouter tout le monde dans ces nouvelles expertises et ces nouveaux enjeux, qui sera de plus en plus digital, et certainement en confrontation ou en discussion avec l'intelligence artificielle. En confrontation pour l'instant, en tout cas, je le pense, mais en discussion, en devenir, c'est certain. En hybridation, très Et en certainement. hybridation, c'est On est sûr. dans ce monde. Ouais. Alors, si justement on veut acheter le livre et si on veut en savoir plus sur vous deux, qu'est-ce qu'on fait, sur quel site on va, etc., etc. Donc, sur le livre et pour vous. Bon, il est dispo à la Fnac, il est dispo sur Amazon, sur Cultura, chez tous vos bons libraires, donc n'hésitez pas. Et puis, en ce qui nous concerne, allez sur Culture RP, il y a une adresse de contact, on la lit tous les deux, c'est bien nous. On est aussi sur les réseaux sociaux, donc avec grand plaisir pour continuer à échanger, on est facilement trouvable. Bon, merci à tous les deux et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup à Merci toi, Frédéric. Frédéric. Au revoir. Merci Merci Cindy. beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.